Donc tu as des gens qui pendant l'expérience vont réciter des poèmes qu'ils ont écrits pendant l'expérience, quoi, t'imagines? Hyper family friendly. Ah oui, ok. Ce qui 100% familial, c'est notre tagline. Et on a 90% de notre clientèle, c'est des familles avec jeunes enfants. Je choisis les gens avec qui je travaille, tu vois. Je travaille avec des bons, hein. Donc je progresse parce que eux me tirent vers le haut, hein. Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de CFKLG, Comment faire kiffer les gens. Aujourd'hui, je suis avec Thibaut Paquin, très content d'avoir Thibaut qui a commencé sa carrière chez Accor à l'international et qui ensuite a fait plein de choses, qui a créé des concepts, qui a développé surtout en Asie, qui est maintenant revenu en France, qui est pour moi, en tout cas des personnes que j'ai rencontrées, très très connaisseurs d'énormément de concepts et de lieux de loisirs, surtout dans l'immersif. Il est en train de monter justement quelque chose de nouveau à la Part-Dieu, à Lyon, à l'heure où on se parle, un concept qu'il a déjà éprouvé à Nice. Il va nous en dire plus dans cet épisode. Il va nous parler de sa vision justement de ces milieux-là immersifs. Je suis très content de t'avoir, Thibaut. On s'est croisés il y a quelques semaines et pour prévoir ce podcast. Tu vas bien? T'es sur Lyon là, c'est ça? Ouais, Morgan, ouais, ça va super. Effectivement, on s'était vu à la Part-Dieu. J'étais en visite de la fameuse coque qu'on est en train de complètement transformer pour l'expérience Enigma. Et ouais, ça va super bien. Ça fait 3 jours que je suis sur Lyon. Il fait super beau. J'aime bien la ville. Bon feeling pour le moment. Ouais. Ok, bon, super. Bon, tu verras, la vie va être accueillante. Moi, j'y suis depuis des années et j'adore toujours. Je m'en suis pas lassé. Ça fait une belle transition par rapport à qui tu es, ton parcours, tout ça, parce qu'aujourd'hui, tu es à Nice. Enfin, tu habites à Ouais. Nice, si je dis pas de bêtises. Mais avant, tu as fait tout un parcours hors de France, à l'étranger. Si je dis pas de bêtises, Malaisie, Indonésie, Hong Kong aussi, à des moments. Donc Ouais, voilà. Hong Kong, Vietnam, Thaïlande. Ouais, j'ai passé en tout 18 ans en Asie-Pacifique, essentiellement en Asie du Sud-Est, qui est une région que j'aime beaucoup et dans laquelle j'ai passé des très très belles années. 18 ans, ouais, c'est quand même pas mal. Et là, Bah, du coup, ouais, je me suis ouais, installé à vas-y, juste Nice. pour. J'avais envie de soleil, de mer, de montagne. C'est une très belle ville également et j'y suis très heureux à Nice. Ok, ben raconte-nous un petit peu qui tu es, quel âge tu as, quel est ton parcours justement en Asie, et après on reviendra sur Nice, toute ton exploration du monde, en tout cas de l'immersif et autres en France, parce que c'est là-dessus que je t'ai découvert sur un post LinkedIn avec tout un état des lieux, tu vois, de ce qui se faisait. On parlera peut-être de Mio Wolf et tout ça. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on a connecté. Mais j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu Ouais. de tes 18 ans en Asie et de qui tu es au fond et qu'est-ce qui t'a amené là-bas, qu'est-ce que tu as fait pour ensuite qu'on déroule sur ta façon de faire les choses, ta façon de voir les choses, etc. Non, mais c'est vrai, tu as raison, parce que c'est toutes ces années-là qui font ce que je suis aujourd'hui et ce à quoi je crois et comment j'envisage les choses et la relation avec les gens bon, on en reparlera, mais qui est quelque chose qui me tient à cœur. Ouais, moi, un parcours classique jusqu'à faire une école de commerce. J'étais toujours passionné d'hôtellerie et de restauration, même quand j'étais gamin. Et du coup, j'avais même hésité à faire une école d'hôtellerie. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire voilà, la prépa et l'école de commerce. Et puis, j'ai pas lâché. Et puis, j'ai commencé ma carrière chez Accor. Et je faisais du développement, donc c'est-à-dire que je m'occupais des nouveaux hôtels. C'était un peu le boulot de mes rêves que Ok. j'ai eu tout début. Donc j'ai eu beaucoup de chance C'est et quoi qui te ça m'a plaisait amené. là-dedans? Je peux me J'aime la permettre de te couper, composante. tu vois, mais c'est important.
Ouais, non, mais j'aime la composante immobilière en fait. Et je la retrouve aujourd'hui dans ce que je fais. J'aime les lieux, j'aime leur donner vie. Et je trouve que c'est très chouette d'étudier une ville, d'étudier les emplacements et de se dire, ben là, ouais, un hôtel ça va marcher, un hôtel comme ci, comme ça. Aujourd'hui, bah, c'est oui, du théâtre immersif ça va marcher. Donc cette composante immobilière, elle a toujours été là. Elle m'intéresse fondamentalement parce que aussi c'est réfléchir au business, tu vois, c'est avoir des capacités d'analyse, de compréhension. Donc ça va un petit peu plus loin que l'hospitality, voilà, comme on dit chez les anglo-saxons, qui me passionne en termes d'activité, mais je trouve qu'y rajouter la composante immobilière, pour moi, c'est le kiff, quoi. Comme tu Ouais, disais, lieu les de vie, locaux, j'étais le roi de, j'étais le roi de l'hôtellerie. Quand je suis parti en Asie, en fait, très rapidement, j'allais mettre des hôtels un peu partout. Alors aujourd'hui, on crierait au scandale parce qu'on a bétonné un peu pas mal d'endroits en Asie, mais bon, c'est comme ça. Ouais, je me suis éclaté à développer les hôtels du groupe Accor sur une grosse région. Comme je disais tout à l'heure, l'Asie du Sud-Est, après avoir juste fait petite escale en Australie. Quand je suis arrivé en fait en Asie-Pacifique, j'ai passé un an et demi en Australie. Et après, je suis tout de suite parti sur Bangkok, qui à l'époque était le siège d'Accor en Asie. Moi, j'ai connu le Accor de l'époque. Il a beaucoup changé, mais c'était une société assez familiale, très sympa. Euh, et, euh, et voilà, du coup, j'ai fait ça jusque à fin 2009. Et puis là, j'ai eu un peu envie de changer. J'aimais beaucoup toujours l'hôtellerie, l'hospitality, mais je m'ennuyais un peu. Et puis j'avais une copine qui bossait dans les parcs d'attractions et notamment dans le développement pour la Compagnie des Alpes. Et je trouvais ça passionnant parce que c'était un peu ce que je faisais pour les hôtels, mais en plus rigolo parce que c'était les activités de loisirs, et notamment le loisir familial. On en reparlera peut-être, mais moi le loisir familial, c'est vraiment un truc auquel bah, évidemment, je crois, tout le monde y croit, hein, parce que c'est un gros business, mais surtout, ça me fait kiffer, quoi. J'aime ça et j'aime m'en occuper. Du coup, ben, je me suis mis à mon compte en 2010 et j'ai réussi à avoir la Compagnie des Alpes comme premier client pour m'occuper de leur développement en Asie. Et à l'époque, Ok. on Donc, développait consulting. ouais, voilà. Donc c'était comme une sous-traitance en fait pour eux. Donc j'étais sur place, j'avais un très beau réseau parce que c'était mon réseau hôtelier en fait que j'ai beaucoup à utiliser, donc les promoteurs et tout ça. Et puis on a développé, l'idée c'était la marque Grévin à l'époque. La Ouais. Compagnie des Alpes voulait développer Grévin comme Madame Tussaud. C'était beaucoup développé à l'étranger. Les On musées a de pris cire, la ouais. marque. Ouais, ouais, on a pris la marque Grévin et on a réussi à en faire un à Séoul, euh, qui malheureusement maintenant est fermé puisque Grévin à l'international n'a pas vraiment marché et du coup ils ont fermé les musées Grévin pour ne garder que celui de Paris. Mais Ok. c'était top. Juste un truc sur la Compagnie des Alpes, parce que peut-être que ceux qui écoutent le podcast ne connaîtront pas, ou en tout cas ont des a priori sur le fait que ça soit uniquement des stations de ski, Non. mais non. Hmm. Si Compagnie des tu Alpes, veux en c'est très parler, gros. Ouais, ouais, c'est très gros. C'est un gros groupe français de loisirs. Ça comprend effectivement beaucoup de stations de ski, mais ça comprend le parc Astérix, le Futuroscope. Qu'est-ce qu'on a d'autre Urban, ils viennent de Walibi. racheter une majorité de Urban Soccer maintenant, donc ils vont sur Exactement, les ouais, loisirs petite sportifs, extension dans ce domaine-là, du sport loisir, une musées. activité internationale aussi, un petit peu de consulting, notamment sur les stations de ski. Puis à l'époque, effectivement, il y avait le développement de Grévin à l'international qui s'est arrêté. Mais c'est une grosse boîte française ouais, qui est Mhm. intéressante, avec laquelle j'ai passé, ouais, on a travaillé 2 ans ensemble, c'était chouette. C'était une belle boîte. Puis ça m'a mis le pied à l'étrier, si tu veux, pour choper plein de clients en Asie qui voulaient faire des parcs ou qui avaient besoin de. Bon, j'ai fait des études de faisabilité. J'ai même lancé un business qui faisait de la distribution. Bah, ici, vous avez à Lyon le Lyon City Card, qui est Mhm. une carte pour les touristes qu'on peut acheter et qui donne accès aux attractions. Bah, moi, j'avais développé le business à Singapour et à Hong Kong. Même business, tu vois. J'avais fait ça à mes heures perdues. J'ai toujours eu Ok. un petit côté entrepreneuriat chez moi, mais le conseil m'a permis
jusqu'à encore l'année dernière en fait. Maintenant, je fais plus du tout d'activité de conseil, sauf si les gens veulent me payer. A priori, j'ai pas le temps. Mais ça m'a toujours permis d'aussi de faire des projets un peu plus perso, un peu plus entrepreneuriaux. Euh, et, euh, et donc, voilà, ça nous a mené dans pas mal de pays en Asie, comme on le disait tout à l'heure, Hong Kong, le Vietnam, la Thaïlande, et puis dernièrement la Malaisie. Donc moi, j'étais en Malaisie quand le fameux Covid est arrivé. J'étais Mm. confiné en Malaisie, comme vous en France, et c'est suite à ça que je me suis dit, au début, j'avais envie de revenir en France pour voir la famille, les amis, et puis assez rapidement, je suis resté, et c'est un petit peu, on pourra en reparler un peu plus en détail, mais quand tu as lu l'article Morgan où je parlais de mon arrivée en France et de vouloir faire MioWolf en France, c'est là que j'ai découvert il y a plus de 3 ans maintenant le milieu de l'immersif en France et j'ai trouvé ça génial, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait des talents incroyables, on était très en avance sur plein de trucs par rapport à ce que je voyais en Asie et puis surtout il y avait vraiment un entrepreneuriat hyper dynamique, tu vois. Euh, que j'avais pas connu moi en Asie, où je travaillais sur des plus gros projets avec plus de moyens, mais du coup moins d'agilité. Alors Ouais, plus qu'ici, institutionnel, quoi. Des ouais, gros acteurs qui s'implantent ou qui développent des concepts peut-être déjà plus ou moins établis, alors que là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en France, tu as vu plein de petits acteurs, entre guillemets, sans être péjoratifs, ouais. qui ont beaucoup d'idées et qui entreprennent pour créer de la nouveauté, c'est ça? Ouais, et puis les publics sont là, si tu veux. En France, les gens consomment énormément de loisirs. Voilà, il y a une, niveau de vie qui permet, tu vois, et puis une envie. Enfin, les Français sont très, très demandeurs de ce genre de choses. Euh, et du coup, ouais, même quand tu fais un petit truc dans ton coin, si c'est bien, en fait, ça peut marcher, quoi. Et c'est un peu le modèle qu'on essaie de développer dans l'immersif, celui de la billetterie, en fait. Si tu fais des beaux concepts bien placés, que tu arrives à bien les positionner, après, tu peux vivre de la billetterie, quoi. Mhm. Ok. Tu peux revenir, s'il te plaît, sur ce que tu as fait là-bas, du coup? Parce que tu as créé des concepts, des lieux, après, en Ouais, Malaisie, alors, où tu as mis sur pied. Et justement, moi, je creuse un petit peu. On parle de Beast Park, du coup. ouais, j'ai un peu des cadavres dans les placards. Non, bah, ouais, Ah ouais, mais les cadavres, c'est intéressant. mais bien sûr, c'est Justement, important, ouais. dans comment faire kiffer les gens, bah du coup, il y a l'idée de, on met les concepts sur pied, mais ça marche pas toujours. Il y a des difficultés. On est aussi Carrément. là pour parler de ça, hein. Ouais, ouais, carrément. Ah bah, j'ai bossé alors sur beaucoup de choses qui se sont jamais faites. Bon, ça Ouais. voilà, c'est le propre des consultants, tu vois. J'ai accompagné beaucoup de promoteurs, je faisais des études de faisabilité, etc. Bon, très bien, ça me faisait vivre, tu vois. Après, dans les projets quand même un peu, ouais, dont j'ai beaucoup appris, mais qui n'était pas très cool sur le moment. J'ai fait partie d'une équipe qui a développé un parc d'attractions en Malaisie, qui était sous licence de plusieurs licences. On avait les Schtroumpfs, on avait DreamWorks et une licence locale qui s'appelle Bobo Boy. Donc, projet assez ambitieux de faire un parc à thème, voilà, sous licence internationale, levée de fonds un peu douteuse, des acteurs derrière sur la construction, le design et tout. Hein, bon, pas super clean. Ouais. Le Parc truc à thème pour où toi, c'est parc à attraction, thème, il y a quoi dedans? là, il y a vraiment c'est du super familial, c'est du mini Disney quoi. Mais tu vois, des rides, des plein de restaurants, voilà, Mhm. gros parc d'attractions, tu vois. On visait ouais, plus d'un million de visiteurs à l'année, tu vois. Donc, ouais, c'est ce qu'on retrouve en France avec, alors, oui, bah, les parcs Astérix, le PAL et tout ça. Euh, mais généralement, en fait, ces parcs, pour ceux qui connaissent pas forcément le business, mais généralement, vaut mieux les développer progressivement. Donc, voilà, tu fais
ceux qui sont successful aujourd'hui, genre le PAL, ça a commencé tout petit, puis ça s'agrandit, tu vois. Mais nous, sur ce projet-là, bon, ils avaient décidé de mettre le paquet. Le gouvernement était impliqué, etc. Le truc ouvre, flop, mauvais emplacement, ça prend pas, machin. Après, guerre entre les actionnaires, ça part en live. Et non, mais le pire, c'est que genre, même pas 2 ans après, le truc ferme, quoi. Et Ça, là, c'était quand? ça, c'était en 2000. Donc, moi, j'ai commencé à bosser dessus en 2014. Ça a dû Hmm. ouvrir en 2016. Puis ça a fermé en 2017, 2018, tu vois. Là, t'as les Tiens, boules, c'est quoi. intéressant, juste je fais une petite aparté. Ouais, Après, on revient sur vas-y. le déroulé. Tu bosses dessus en 2014, ça ouvre en 2016. Donc là, c'était un très gros projet. Mais sur la plupart des projets que tu as vus bouger, évoluer, se créer, c'est quoi le temps un petit peu de développement? Et Ah peut-être que ben, tu le vis moi, aussi en Asie, aujourd'hui. j'avais pas un projet à moins de 2 ans, hein. Enfin, c'était Ouais. souvent 4, 5 ans. Ah, c'était des gros projets, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'était des gros budgets, des gros projets très ambitieux, avec des composantes immobilières, parce que voilà, tu construis un parc pour faire venir des gens dans un endroit, ou alors pour avoir l'autorisation de construire du logement, parce que c'est un peu comme ça que ça marche encore là-bas. Ça a été le gros mode de fonctionnement en Chine à l'époque, quand ils ont construit des parcs à gogo en Chine, c'était pour avoir des licences pour faire du logement. Euh, et donc, ouais, c'était dur de voir. Alors, moi, j'étais pas impliqué sur la construction, tu vois, donc ça va. J'étais au début sur les études, le planning et tout ça. J'étais pas dans l'équipe au moment où ça a ouvert. Mais bon, tu te dis, c'est dommage, quoi. Tout ça pour ça. Et puis aujourd'hui, t'as un parc qui est fermé, gros gâchis, quoi. C'est vrai que ça m'a touché. Je pense que ça explique aussi pourquoi aujourd'hui j'aime bien les petits projets où je sais que ça va se faire vite. Si ça marche Tu as de pas, c'est pas l'agilité, ouais. grave. Voilà, je sais pas, on peut le refaire ailleurs mais c'est pas genre t'as pas investi des millions et tu laisses pas des trucs en plan, tu vois. C'est quand même, c'est pas cool, tu vois, de laisser bah c'est, bon, il y a des gens qui adorent ça parce que t'as tout un Durbex. mouvement de gens qui adorent visiter les un parc d'attractions abandonné, tu vois. Tu trouves sur Instagram, tu as plein de vidéos assez chouettes. Mais Ouais. bon, c'est quand même pas très cool de laisser tout ça en plan dans la nature, quoi. Ouais, non, et puis il y a un autre projet aussi dont j'aimerais parler qui, lui, est encore ouvert. C'était le gros projet sur lequel j'ai bossé avant de partir de Malaisie et dans lequel je suis actionnaire. Donc, c'était la première fois que je m'impliquais dans un projet assez ambitieux, même si c'était pas aussi ambitieux que le parc dont on vient de parler, mais c'était l'idée de faire une salle d'escalade, mais qui était à la fois parc de sport loisirs indoor. Donc, on allait bien plus loin que l'escalade. On voulait créer une espèce une aire de jeu géante pour tous les âges, en fait. Et notamment les jeunes adultes et puis les adultes et puis les familles. Il y avait des filets suspendus, vraiment des très beaux murs d'escalade. En fait, j'ai fait ça avec des professionnels de murs d'escalade. C'est une boîte qui s'appelle Camp 5 et qui est un peu le leader en Asie du Sud-Est, un peu comme Climb Up, tu vois. Et on a travaillé sur ce projet en plein cœur de ville à Kuala Lumpur, dans un centre commercial qui était en plein redéveloppement. On a bien bossé avec eux, on avait une superbe hauteur sous plafond, on a fait un truc vraiment génial. Je travaillais avec un artiste pour avoir une identité visuelle vraiment très, très, très cool. On avait aussi des artistes qui ont fait des installations lumineuses, Ok. etc., complètement originales, mais vraiment de l'art, tu vois. Et c'était C'est-à-dire? magnifique. Et on a ouvert juste avant le Covid. Ok. Avant de revenir au Covid, c'est quoi pour toi l'art, tout ça, là, ça se matérialisait comment? Parce que là, à Ben l'audio, là, on le c'était voit pas, quoi. un artiste qui est spécialisé dans les installations lumineuses. Donc normalement, il fait des choses dans des endroits, dans des friches industrielles, tu vois, des trucs un peu vraiment très classe, quoi, que les gens prennent en photo. Il est assez connu en Malaisie, puis il a accepté de faire une suspension pour nous, en fait, dans la partie café, parce qu'on a une très belle hauteur sous plafond, donc on a une magnifique suspension lumineuse de cet artiste, tu vois.
Donc ça donne vraiment beaucoup de cachet à l'espace. On voulait que les gens s'y sentent bien, qu'ils aient l'impression que voilà, on a fait un effort, on apporte des choses belles et originales. Euh, et donc ça, c'est vraiment très beau en photo. Le parc, il rend trop bien. Et malheureusement, ouais, on l'a ouvert un peu au mauvais moment. Mais Ouais. Il y a pas mal d'histoires comme ça, malheureusement. On ne pouvait rien bah savoir, hein. ouais. Ouais, ouais. Puis après, du coup, je suis parti et mes associés ont été sympas parce que bah, eux, ils étaient sur place, donc ils ont continué à gérer. Et puis, euh, ben, ça aura mis presque un an, mais un an après, c'était bon, c'était parti. Euh, c'est un projet où j'ai tout fait en fait sur ce projet. J'ai fait toute la partie levée de fonds, deal avec le centre commercial, planning, gestion des travaux, plan de com, tout, tu vois. Donc c'était top. C'était comme si c'était mon bébé. Et j'ai beaucoup appris sur ce projet. C'était top. Ok, trop bien. Et du coup, derrière, tu reviens en France, si je dis pas de bêtises. Yes. Là, tu restes, tu découvres tout un écosystème. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que si tu restes, c'est que tu as peut-être des idées derrière la tête aussi. Ou pas. Tu as le droit. Enfin, je veux dire, Non, ouais, ben. Non, alors je suis rentré, j'avais vraiment aucune idée, enfin, sauf un espèce de projet pour me maintenir. Parce que moi, mon activité, elle a complètement stoppé avec le Covid. Euh, et comme je le disais dans l'article que tu as lu, moi je m'intéresse au concept de MioWolf depuis un petit moment. Donc MioWolf aux États-Unis, c'est un peu le leader des expériences immersives artistiques où on va dans un espace clos parcourir un certain nombre de pièces qui sont toutes les plus folles les unes que les autres. Ça n'a ni queue ni tête. C'est fait par des artistes et en même temps c'est très très cool et ça marche du feu de Dieu. Ils ont ouvert plusieurs aux États-Unis. Et donc, je me suis dit, ouais, il y a quand même un truc là, c'est intéressant. Et est-ce que ça marcherait en France? Donc, en fait, je suis parti intellectuellement pour m'occuper, tu vois, parce qu'en plus, pendant le Covid, tu as toujours envie mhm. d'avoir des trucs à réfléchir. Je me suis dit, bon, tiens, est-ce que ça marcherait en France? Je vais faire une petite étude de faisabilité, tu vois. Donc, voilà, j'avais ça en tête. Puis je commençais, en fait, comme j'ai ça dans le sang, tu vois, je commençais à regarder des sites, des opportunités. Je suis tombé sur l'appel à projet de l'IKEA de Saint-Priest à Lyon, justement, qui à l'époque cherchait des concepts. Et je me suis dit, ah bah tiens, bah parfait, voilà, c'est là qu'il faut faire un BioWolf à la française. Donc je suis C'est parti dans le vrai. délire de ça. C'est pas forcément pour ça que je suis resté en France. J'ai pas d'objectif précis. J'ai juste rencontré des gens et je me suis associé avec pas mal de monde sur différents projets qui aujourd'hui me font kiffer et je sais que il y a encore plein de trucs à faire. Et donc, si je continue à faire ça et m'éclater pendant les 5 10 prochaines années, je serai content, tu vois. Parce que c'est quoi ton drive aujourd'hui là? C'est quoi ta vision des choses? Là, tu dis qu'il y a plein de choses à faire. On pourra peut-être reparler des Jedi après, des journées de l'immersif, donc au Ouais. niveau du monde professionnel là-dedans. Donc tu reviens en France après 18 ans là-bas, tu as fait de l'hospitalité, tu as fait du loisir, pour le compte d'autres personnes et au final en association avec d'autres aussi. Là, tu reviens, tu as cette idée de MeWolf en France. Quel est le... Tu vas nous parler de ce que tu fais aujourd'hui aussi, Ouais. Mm. d'Enigma et d'autres activités. C'est quoi le fil conducteur aujourd'hui qui anime Thibaut? La Bah, vision, tu vois, des choses du terrain. non, sans paraître, je sais pas. Prétentieux? Ouais, moi c'est la transmission en fait. Tu vois, aujourd'hui je suis Ok. vraiment dans la transmission. Je bosse avec des gens qui sont dans l'ensemble beaucoup plus jeunes que moi. Et j'aime leur énergie, leur intelligence et j'ai, tu vois, l'honneur d'avoir beaucoup de choses à leur apprendre aussi. Eux, ils ont plein de choses à m'apprendre. Et ça, tu vois, je m'éclate au quotidien. Si en plus j'arrive à gagner ma vie en faisant ça, ben, que demande le peuple, tu vois. Moi, je vais pas travailler. Enfin, voilà. Mes preuves, je les ai faites.
voilà, j'ai eu des jobs corporate, j'ai travaillé sur des très gros projets, j'ai rencontré des gens incroyables. Bah, oui, parce que quand tu es français à l'étranger, parfois, voilà, tu rencontres des gens que tu rencontrerais pas, genre Imelda Marcos, tu vois, complètement Je sais pas qui improbable. c'est. Bah, c'était la femme de, je pense qu'elle est encore en vie, hein. C'est la femme de Marcos, qui était un dictateur philippin, tu vois. D'accord. Bon, là, tu fais un dîner avec elle, complètement improbable. Euh, bon, ben ça, c'est fini, tu vois, mais je m'en fiche. Moi, ce que je fais, bosser avec, tu vois, là, à Lyon, j'ai fait la peinture, j'ai fait les papiers peints pendant 3 jours, mais je kiffe parce que, voilà, ce qu'on crée, c'est top. Je sais que dans 3 jours, je verrai les premiers visiteurs venir découvrir, s'émerveiller, repartir en disant mais c'était génial, on a passé un trop bon moment. Bah ouais, moi ça me fait kiffer quoi. Tu vois, rendre les gens Et ils vont heureux faire quoi, ces visiteurs? Parce qu'en final, on n'en a pas parlé. Nous, on en a parlé. Mais Enigma, c'est parce que l'ex. raconte un peu l'histoire de ça, d'Enigma, justement, c'est dans ce sens-là que je te posais la question de la vision. Carrément. Aujourd'hui, tu es dans l'immersif à fond, comme je disais, les Ouais, journées de l'immersif. On peut parler de Maël et tout ça. Enfin, je vais l'avoir aussi sur le podcast bientôt là. ouais, Voilà, comment t'as switché de, si tu veux, le gros parc d'attraction, la belle salle d'escalade ouais, communautaire à Kuala Lumpur et tout ça, à je suis dans l'art immersif, ou en tout cas le théâtre immersif, les lieux plus petits, ouais. plus agiles, événementialisés. Tu parlais de la billetterie. Ça a été quoi le Ouais. shift, et Alors on va laisser enfin, comment Enigma tu as de construit tout côté, ça? on va laisser le mystère. On va pas en parler Ouais. encore. On finira évidemment par en parler. Mais non, bah, le déclencheur, ça a été Maël, je pense. Maël Maga, dont tu parlais, qui va être sur le podcast aussi. Euh, avec qui on a beaucoup accroché. Moi, j'avais en fait écrit un portrait de lui pour un zine qui s'appelle Blue Loop, sur les parcs d'attractions, qui est assez connu. Moi, j'écrivais pas mal de Mhm. petits articles pour eux. Et en écrivant sur lui, je me suis dit, mais ce type, il est génial. J'aimerais bien bosser avec lui un jour. Mais comme ça, tu vois. Moi, j'avais pas encore décidé que je restais en France, tu vois. Donc, bof. Et puis, bah voilà, de fil en aiguille, tu vois, c'était pas anodin. Il y avait un courant qui était passé. Et assez rapidement, je trouve que ce qu'il fait avec ses associés de l'époque sur Sculpteur de rêve, c'est vraiment très chouette. Les concepts de théâtre immersif qui mélangent un peu l'escape game, le jeu de rôle. Et c'était beaucoup de la presta en fait qu'il faisait. Et je lui dis, mais t'as pas envie de te lancer, faire tes Et propres bosser pour prods, Fever. et ouais, il bossait en presta pour Fever et d'autres. Ouais. Et Fever, pour ceux qui connaissent pas, c'est un énorme créateur et agrégateur d'expériences dans de multiples grandes villes. Voilà, vous pouvez acheter des tickets ouais, pour plein de concepts, et ils ont leurs concepts propriétaires type Candlelight, Painting in the Dark, etc., etc. quoi. ouais, exact. Et, euh, et du coup, voilà, on s'est dit, bah tiens, allez, pourquoi pas, tu vois. Moi, j'avais un peu l'expérience de l'exploitation, bon, voilà, j'avais un peu plus de bouteilles. Lui, je savais qu'il pouvait délivrer un truc top. Puis donc, on s'est lancé. Au départ, on voulait faire un mini truc, ça s'appelait l'armoire au rêve. C'était des espèces d'armoires fermées dans les centres commerciaux, et quand elles s'ouvraient, il y avait un comédien qui t'accueillait et tu vivais une petite expérience d'une demi-heure entre escape game et théâtre immersif qu'on avait pricé à 10 balles. Et on avait même signé un truc à toujours le même propriétaire qu'à Lyon, mais cette fois-ci à la Défense, au Westfield de la Défense. Et donc on était prêt à lancer le projet. Et puis en fait, le gars qui était dans le magasin, il voulait pas partir. Donc Westfield nous a dit, bah on peut pas, vous pouvez pas, vous pouvez pas commencer. Il faut Mm. attendre et on peut pas le virer. Et là, on en avait marre. Et du coup, moi, je passais devant le musée Grévin tout le temps quand j'étais à Paris. Et même si quand c'était mes clients, je les connaissais très bien. Là, je les connaissais moins. Mais comme ça, au hasard, je les ai contactés. Je leur ai dit, mais votre café Grévin, là, sur les grands boulevards, il est fermé. On ne peut pas faire l'armoire chez vous. Ils ont fait, bah, venez voir. Et là, on a eu un gros coup de bol. En fait, on a vu le Café Grévin, on a eu un énorme coup de cœur, et on a proposé de faire l'armoire et Apache de Paris, qui était le gros
pour moi, le gros début de mon expérience en tant que producteur d'expériences immersives. Et puis pour Sculpteur des rêves aussi, le gros début en tant qu'exploitant. Donc on a repris le café Grévin et on avait deux expériences. La journée, on avait l'armoire aux rêves qui donnait sur la billetterie du musée à l'arrière. Et le soir, on avait Apache de Paris qui a tourné pendant 1 an et demi, qui était lui sur les grands boulevards. Qui a fait un carton plein pendant 1 an et demi. C'était les grands débuts. Après, Tu, voilà. tu peux nous dire un peu plus ce que c'est ça, du coup, quelles étaient ces expériences, qu'est-ce qui pour toi fait leur succès? Alors, on peut aller du coup sur quelque chose d'un peu plus large après de Ouais. quelle est ta vision d'une expérience immersive réussie ou en tout cas d'une expérience de loisir réussie. Tu nous parles, ça fait plusieurs fois que tu parles de théâtre immersif. Ouais. Moi, je vois ce que c'est ou à peu près, même si je suis pas Ouais. exactement là-dedans. Peut-être certaines personnes qui nous écoutent moins. Donc, est-ce que tu Ouais. peux détailler, voilà, quel était le socle de ces expériences-là? Qu'est-ce qui était nouveau pour toi et même pour le public? Et pourquoi ça cartonne? Qu'est-ce qui fait leur succès? Ouais, ouais, carrément. Euh, alors, comme je disais, nous, on mêle avec Sculpteur de rêve le théâtre immersif, l'escape game et le jeu de rôle. Alors, le théâtre immersif, ça dépend un peu des définitions, mais en gros, il y a des comédiens, il y a des décors, généralement plusieurs décors, hein, et tu évolues dans l'espace. Il n'y a pas de, voilà, tu t'assieds pas sur des sièges normaux de théâtre. Donc c'est souvent dans des espaces, soit des grands hangars, soit des espaces qui ont été repris et réinterprétés avec plein de décors pour du théâtre immersif. Donc les comédiens bougent, avec plus ou moins d'impro. Donc ça dépend des compagnies de théâtre immersif. Chez Sculpteur des rêves, on est en beaucoup d'impro. Et donc les participants vraiment sont avec les comédiens, ils discutent et tous les soirs c'est différent. Donc c'est ça qui est génial, c'est que les participants ils créent un peu leur expérience aussi. Et donc c'est une raison du succès. En termes d'immersion, on est vraiment au summum puisqu'on est dans des décors, on est avec des comédiens, il y a du lighting, il y a de la musique. Euh, on plonge les gens dans une autre époque. Donc là, en l'occurrence, on était en 1907, à l'époque des grandes guerres entre les bandes de voyous, donc les bandes Apache, un peu les Peaky Blinders à la française. Et les participants prennent le contrôle, en gros, de la soirée, quoi. Donc c'est un truc de ouf que tu vis rarement et qui a un tel impact que ça crée des souvenirs quasi indélébiles. C'est ça qui est Tu as une magique mission, avec c'est ça? l'immersif. Comment? Tu as une mission lors de la soirée, c'est ça? Ouais, on t'attribue un personnage, effectivement, avant de rentrer, que tu peux, entre guillemets, incarner ou pas. Tu fais comme tu veux, hein. Si tu as juste envie de regarder, te balader, tu fais ce que tu veux. Après, si tu as envie de jouer le jeu, pof, tu as un personnage, donc tu utilises ce personnage, tu incarnes ce personnage. Et puis, effectivement, en interagissant avec les comédiens, bah, tu vas avoir différentes missions et en fait tu vas vivre ton expérience qui sera pas forcément la même que ton pote. Donc tu vas en parler à la fin. Donc c'est génial parce que soit tu as envie de revenir, soit voilà, tu vas en parler pendant toute la soirée parce que toi tu as vu ci, tu as fait ça, pas lui. Et ouais, donc le format il marche vraiment bien. Et nous, T'es costumé? les gens sont invités à venir costumés s'ils le souhaitent, mais c'est pas obligatoire. Ok. L'atmosphère lumineuse fait que tu vois pas forcément de toute façon les détails. Donc c'est pas très grave, tu vois, s'il y a des gens costumés, d'autres pas costumés, franchement Ok. ça fait pas trop la différence. C'est trop difficile pour vous, j'imagine, de gérer les costumes avec l'hygiène et ce genre de choses-là et les Ouais, tailles. ouais, ouais, non, ça c'est pas, ce serait pas viable. Pas à ce prix-là, quoi. C'est quoi, 15 euros ou quelque chose comme Ah ça? non, non, quand même, 20 on euros? est monté, même on a réussi à augmenter les prix pendant l'expérience et on a terminé à 49 euros, hein. Alors Ah oui, nous, ok. on propose deux boissons dans le D'accord. prix de la Oui. place. Donc voilà, à Paris, ça va vite, hein, deux boissons, t'es à 30 balles. Donc effectivement, le billet du théâtre, il est à 19 balles si tu fonctionnes comme ça. Mais ouais, non, c'est une expérience qui est chère. Mais on n'avait pas du tout de mal à vendre parce qu'elle est super quali, quoi. Parce que tu as Et beaucoup de personnel, beaucoup de comédiens. sur Apache, on avait 7-8 comédiens.
Ah, ok. Ah oui, pour, ça fait quand même du monde bon, à à peu payer, près, ouais. c'est un comédien pour 10 personnes. Bon, on avait une capacité de 70 personnes dans le Ok. Café Grévin et donc on avait, ouais, c'est ça, 7-8 comédiens avec le barman. Euh, et c'est vraiment un modèle, voilà, qui pendant 1 an et demi, on l'a bien peaufiné. Ça marchait très bien. C'est une expérience qui a beaucoup plu. C'est des super notes sur tous les Google, les TripAdvisor, les machins. On a Hmm. vraiment des très très bonnes notes. Et toujours hein, sur toutes nos expériences, puisque après on a enchaîné avec Gatsby à Nice l'été dernier. Et là, on vient d'ouvrir Cabaret Rive Gauche, un peu dans l'esprit de Apache, donc 70 personnes dans un lieu assez mythique, puisque c'est au musée Mayol, dans le 7e à Paris. Et là, on est dans les années 50, on fait vivre aux gens en fait une soirée d'un cabaret après-guerre avec les frères Prévert, comme si ça avait vraiment eu lieu. Et c'est incroyable Ok. parce qu'en fait, tu arrives, il y a Barbara, il y a Boris Vian, et il se passe des trucs qui se sont vraiment passés à l'époque, mais toi, t'en fais partie aussi, quoi. Donc, tu as des gens qui, pendant l'expérience, vont réciter des poèmes qu'ils ont écrits pendant l'expérience, quoi. T'imagines le truc de ouf. Ah oui, ok, ouais. C'est-à-dire qu'on t'aurait prévenu avant, ils t'auraient tous dit, mais non, moi, je fais jamais ça, attends, j'aime pas être en public, etc. Et puis, on arrive à les entraîner avec les comédiens, avec les décors et tout ça, euh, d'une telle façon que ils finissent par réciter des poèmes sur scène, quoi. C'est un truc de ouf, l'immersif, quand même. Moi, je trouve ça génial. J'ai 2 questions. Ouais, non, non, c'est juste magnifique. J'ai une question qui me vient par rapport à tout ce que tu dis, un peu du coup débile, mais comment ça se termine une soirée comme ça? C'est-à-dire comment tu Ouais, finis en c'est un douceur gros défi. Ouais, un gros après défi. un high de je sais pas de dopamine, sérotonine, j'en sais rien quelle hormone, tu vois, t'es dans un autre personnage, tu vois, t'es en train de jouer ton rôle. Euh, Comment tu finis ça? Et deuxième question, enfin on pourrait répondre après, Ouais, qui sont les clients? Est-ce que c'est intergénérationnel? Est-ce qu'il y a un type en particulier, les ouais, ouais. jeunes, les moins jeunes, etc. Alors, Mais comment ça d'abord se la termine fin de. C'est une bonne question parce qu'on se pose, voilà, on se la pose sur chacune des expériences. C'est vraiment, c'est hyper important, quoi. Hmm. Et de manière technique, il y a des choses qui marchent. Par exemple, une élection. Voilà, si tu fais une élection à la fin, bon, ça permet de clore le truc. Euh, ou un coup de feu, une mort, ça aussi, ça marche. Et là, sur Cabaret, on essaie quelque chose de nouveau. Je vous dirai pas quoi, comme ça vous invite à venir pour ceux qui sont intrigués. Mais c'est hyper important, ça fait effectivement le succès de ton expérience pour avoir ce climax qui est construit pendant tout le. Parce que quand je dis c'est de l'impro en termes de texte, etc. Mais les comédiens, ils savent exactement dans quelle pièce ils doivent être, à quel moment et comment ils doivent interagir avec les autres comédiens. Enfin, tout est hyper calculé, il y a une espèce de spreadsheet Excel de ouf. Donc c'est quand même, tu Mhm. vois, bien construit. On construit vraiment jusqu'à la fin, qui peut être légèrement différente en fonction des soirs et des participants, comme je le disais. Euh, Deuxième chose pour nous, le succès, il est dans la capacité à terminer, remercier, et après garder les comédiens, mais hors rôle. Donc les comédiens restent, ils ne sont plus dans leur rôle et ils vont aller discuter avec les participants. Et là, les participants, ils adorent poser les questions, savoir mais comment vous faites, etc. Et donc, il y a ce moment d'immersion. On va sortir doucement de ce monde. On est encore dans les décors, donc il y a encore des choses qui restent. Mais la barrière du comédien, ça y est, il est de notre côté. Donc, on va lui parler comme à quelqu'un normal. Et ça va permettre voilà, de doucement transitionner vers l'extérieur. Donc ça, c'est une façon Ok. que nous, on a trouvé et qui marche vraiment très bien. Les gens aiment beaucoup ce moment où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent poser des questions et aller voir les comédiens aussi qu'ils ont bien aimé, parfois les remercier. Euh, et puis deuxième question, au niveau des publics. Alors sur l'Apache, on avait du bobo parisien. Je ne sais pas si vous avez du bobo à Lyon aussi. Bon, c'est des jeunes.
voilà, des jeunes qui ont des beaux boulots, qui gagnent bien leur vie, qui habitent dans les quartiers centraux, donc qui viennent généralement après le boulot, qui viennent en groupe. Alors, nous, on a une très très grosse clientèle de groupe. Alors quand je dis groupe, c'est 5 à 9 personnes, hein. Mais Mhm. sur Wapage de Paris, on avait quasiment un tiers de notre clientèle qui venait en groupe. Euh, Bonne répartition homme-femme, il n'y avait pas vraiment de différence sur Apache. Euh, on s'est mis à avoir une clientèle un petit peu plus âgée quand on a eu des articles dans Télérama, Le Figaro, etc. Parce qu'on a des gens curieux qui sont venus voir. Et c'était génial parce qu'en fait, ils kiffaient presque plus que les autres. Parce que on réveille en eux ce côté un peu enfant du jeu, tu vois. Tu joues à faire semblant, quoi. Et bah, souvent, quand on vieillit, on le fait plus. On a oublié. Quand on s'autorise à le refaire, hein, on kiffe. Et donc, on a des gens qui viennent en groupe. Nous, on conseille beaucoup les gens un peu plus âgés de venir avec un couple d'amis, tu vois. Mais ils s'éclatent, quoi. Ils sont comme des dingues. Donc ça faisait vraiment plaisir. Et sur Gatsby cet été, on avait aussi une clientèle beaucoup plus mature qui a adoré. Les gens plus âgés aiment presque mieux que les jeunes, même si les jeunes kiffent aussi. C'est quoi les gens âgés par rapport aux jeunes pour toi Bah, en termes tu d'âge? vois, c'est à partir de 45 Ouais. jusqu'à... Ouais, on avait aussi des gens du troisième âge qui venaient, mais bon, ouais, 45, 60, tu vois. Mm. Des gens qui ont des enfants, qui sont soit ados, soit étudiants, tu vois. Mm. Ce genre de Ok. clientèle qui n'ont pas de problème pour sortir, qui n'ont pas forcément de problème d'argent, en tout cas un peu moins. C'est une belle clientèle pour nous et ça change du théâtre classique, ça change voilà, d'autres types de soirées et c'est très original. Et en plus, ils sont très bons. Euh, ambassadeur, il y a un très bon bouche à oreille avec ce genre de Ouais. clientèle parce qu'ils disent tiens, on a fait ça avec des potes, soit on y retourne avec d'autres potes, soit on en parle à des potes, ah ben ça, il faut que vous le fassiez, c'est top. Voilà. Ok. Trop bien. J'aimerais aborder le sujet, si tu le veux bien, de... T'as le droit de pas répondre, mais combien de temps ça prend à faire ça et combien ça coûte et tu l'exploites sur combien de temps Ouais. en moyenne Alors, pour être rentable, tu vois, si t'es plein. ouais, ouais. Nous, alors, avec Sculpteur des rêves, on a la chance d'avoir toutes les compétences en interne et on peut aller très vite. On peut ouvrir une expérience en 2 mois, ce qui est génial. Bon, ça demande pas mal de boulot, C'est quoi les compétences, du coup? écriture. Donc nous, on fait toute l'écriture du scénario, du texte, tout ça en interne. On a sur les décors quelqu'un qui est pas associé, mais qui est dans le collectif de sculpteurs de rêve depuis longtemps, donc qui nous fait nos décors. Les costumes, c'est nous qui les trouvons. On fait tous les mixages, on fait tout, quoi. On est 4 associés aujourd'hui sur Ok. Sculpteur de rêve. Il y a Maël, Marketing aussi, enfin le... Benjamin, David et moi. Et, euh, et le marketing, oui. Alors, tu vois, sur les réseaux sociaux, on a des gens pour nous aider. Voilà, des- on a avec le temps trouvé des prestataires pour nous aider. Mais, euh, mais voilà, la gestion de projet, c'est nous qui la faisons. On fait tout, quoi. Ok. Avec des petits moyens. Donc ça va de une expérience comme à Page de Paris. Je crois qu'on avait un budget de 15 Une 000 balles, tu fourchette. vois. Ouais. C'était ridicule parce qu'on ne savait pas À si ça allait créer. marcher, tu vois. À créer, oui. Oui, à créer. Parce qu'après, il y a Ouais. les opérations tous les Oui, soirs. oui, Ouais. l'exploitation. Alors, sur l'exploitation, de manière générale, on arrive à être très rentable puisqu'on calcule bien le nombre de comédiens. On a la chance de pouvoir, tu vois, là sur Gatsby cet été, on a un prix à 69 euros Hmm. par personne, tu vois. Donc on arrive à faire payer cher pour des très belles expériences. On a toujours des prix un peu plus abordables pour des publics voilà, qui le demandent, soit les étudiants, soit tu vois, on s'adapte. Mais on part du principe que si quelqu'un veut se faire plaisir et veut vivre une très belle expérience qui est notée 5 sur 5 sur Google, bah, il paye 69 euros, hein. Il a une coupe de Ouais. champagne, il a un cocktail, c'est pas scandaleux, tu vois. Et Hmm. Ouais, donc ça vend très très bien.
T'es Donc vers c'est les 55-60 hors taxe, quoi, fois 70 personnes, tu fais 4000 de CA sur une soirée bien remplie. Après, tu as pas mal de frais, les comédiens, les boissons, tout ça. Mais Ouais, ouais, ouais. Alors nous, du on coup, a eu de la si. chance sur nos boissons. On a toujours travaillé avec des partenaires. Mhm. On a eu des partenaires. On a eu Pernod Ricard. On a un très beau partenariat avec la Bardinais et la Martiniquaise aussi. Donc ça aide. Voilà, tout ça, c'est des petites briques du modèle qui fait qu'on Mhm. arrive à être rentable. Sur Gatsby, cet été, bon, les coûts de production ont été très élevés puisqu'on avait 700 mètres carrés de décor à produire. On était dans un hôtel 5 étoiles qui nous accueillait. Alors, on a eu énormément de chance puisqu'on ne payait pas de loyer. C'était un échange en images, en fait. Donc on a opéré au Palais de la Méditerranée euh, sans avoir à payer de loyer. Mais gros frais de production. Et tu vois, sur 30 représentations l'été dernier, on n'a pas réussi à rentrer dans nos frais. Ok. Donc la question de la durée, elle est là. Elle est très, très importante. Et c'est pour ça que sur Cabaret Rive Gauche, on a signé pour une longue durée avec Tempora, qui est une société belge qui exploite le musée Mayol pour le compte des propriétaires et avec qui on a une très belle relation. Et donc là, on leur a dit dès le début, si on fait un truc, il faut que ce soit sur le long terme, parce qu'on c'est pas en 2 mois qu'on sera rentable. Ok. Les budgets de prod chez nous ont augmenté, pas parce qu'on est plus cher, mais parce que on veut faire des trucs de mieux en mieux, quoi. Mhm. Donc, même si Cabaret Rive Gauche ne nous a pas coûté aussi cher que Gatsby, c'était plus cher que Apache, quoi. Ok. Donc, on essaye de pas non plus, tu vois, être dans la complaisance et de toujours faire attention au budget, mais quand même en livrant de la qualité. Par exemple, sur l'audio, bon, bah, Apache, c'était pourri, tu vois. C'est pas grave, c'était notre première production. Aujourd'hui, on peut pas, quoi. Tu vois, on a Mhm. aussi des exigences qui évoluent et du coup, des budgets qui augmentent. Mais ça reste pour nous rentable à partir du moment où on arrive à remplir, on va dire, au moins, tu vois, il faut qu'on vende 40 tickets par soir sur Cabaret pour pouvoir être rentable. Ok. Très bien. Donc si on en vend 70, on est bon, quoi. Je comprends tout à fait. Voilà. Le temps file, le temps file. J'aimerais qu'on revienne à Enigma, du coup, peut-être. On est à 46 minutes d'enregistrement, à peu près. Que tu me parles un petit peu de ce que c'est, de ce que tu as fait à Nice, si je dis pas de bêtises. Ouais, Là, on a maintenant, commencé tu à Aix. En l'implantes à fait, la part Dieu. Enigma, c'est un projet né d'une frustration, comme beaucoup de projets, avec un studio qui s'appelle Mirage Makers. Ça faisait partie, voilà, des studios que j'ai rencontrés en rentrant en France, que je trouve géniaux. Pour nos auditeurs, pour la faire simple, c'est un mini Moment Factory. Donc, ils font des installations sans lumière, des trucs interactifs, des trucs assez stylés. Ils ont commencé en Chine, à Shanghai. Ils faisaient beaucoup de projets pour des boîtes de nuit. Et puis, ils se sont mis aussi à faire des trucs pour des parcs d'attractions qui voulaient faire des attractions, qui voulaient faire des animations la nuit aussi. Bon, ils ont pas mal marché et puis ils sont tous les deux, c'était Gabriel et Mathieu, ils sont tous les deux rentrés en France. Gabriel a trouvé un taf et donc il restait Mathieu. Et moi je trouve que ce qu'il fait c'est top. Et donc je voulais le pitcher dans ma grande générosité, je voulais l'aider en fait, tu vois, à développer son activité en France et voir s'il n'y a pas des gens qui veulent des services, enfin, qui veulent des installations comme ça, tu vois. Donc, on a commencé Mhm. à développer ça, à pitcher et tout. Et puis, un jour, il me dit, écoute, là, le, le domaine, qui est une bastide provençale, à côté de laquelle j'habite, eh bien, ils veulent bien nous prêter le truc pour faire un test. Je regarde et tout. Donc, je dis, mais t'as besoin de combien et tout. Puis il me fait un budget, mais c'était que dalle, tu vois. Je dis, bah allez, on y va, on se lance, quoi.
Et donc, en plus, les gens de la famille du domaine nous ont dit, ouais, si vous voulez, on vous avance un peu de l'argent, ça a l'air bien. Bon, vraiment, ils étaient pris de pitié quasiment, tu vois. Et donc, on a ouvert le premier Enigma il y a un peu plus d'un an, il y a 1 an et demi, à Aix, dans cette Bastide. Et ça a tout de suite marché, en fait. On a eu un partenariat avec France Bleu, on- un peu de presse, et tout de suite, ça a marché. Donc c'était génial, on était Et tu fais super quoi dans contents. Enigma du coup? On n'a toujours pas dit ce qu'on y faisait, hein. Les gens qui Alors écoutent doivent là, se dire, putain, mais Thibaut, il nous parle d'Enigma depuis le début, il nous parle d'immersif, mais on comprend rien. Enigma, ben voilà, c'est un mini Mio-Wolf, si je peux le décrire comme ça. En fait, c'est différentes pièces avec des installations son et lumière, un peu Ok. loufoques, des décors. Donc Mathieu, il a bossé avec un autre Mathieu qui est artiste plasticien. Ils ont créé des décors assez sympas. Ça part vraiment dans tous les sens, mais il y a une espèce de quête, un peu comme un jeu de piste à l'intérieur. Et donc tu vas explorer les différentes pièces, il y a pas mal de trucs interactifs, euh, des, des animations son et lumière qui se déclenchent quand tu passes ou quand tu appuies ou machin. C'est hyper family friendly, hein, donc nous on se dit 100% familial, c'est notre tagline, et on a 90% de notre clientèle, c'est des familles avec jeunes enfants. Donc tu passes vraiment un bon moment, voilà, dans cet univers un peu loufoque, on te raconte des histoires. Donc la première année, c'était autour du thème de Tesla. Et donc on parlait un peu du personnage, mais en même temps on partait dans des délires. Donc on avait une réalité et une réalité alternative dans Ok. l'expo. Il fallait que les gens fassent la différence. C'est assez difficile à expliquer, mais il y a des choses qui font que ça marche. D'abord, il y a un contenu scientifique. Donc ça, pour nous, c'est hyper important parce qu'on fait de la, entre guillemets, vulgarisation Hmm. en mode très, Ludo-éducatif, quoi. très, très cool. C'est simple, hein, tu vois, on va pas très, très loin, mais ça permet quand même d'éveiller un intérêt. C'est ça qu'on essaye de faire. C'est pas apprendre aux gens, Hmm. mais se dire, ah bah tiens, Tesla, ce mec, il m'intéresse. Le gamin, il rentre chez lui, il va sur Internet, tu vois, et il se fait sa propre idée du personnage et de ses inventions. Donc il y a ça. Il y a le fait que ça se vit vraiment en famille ou en groupe d'amis, par exemple, parce que tout est fait pour que ce soit une cellule qui fasse l'interaction ensemble, qui vive la chose ensemble. Euh, et ça n'a pas de prix, parce que finalement, c'est pour ça que les gens ils veulent faire des expériences, des attractions, des sorties en fait. Hein. C'est pour être en famille, c'est pour être entre amis. Et donc, si c'est pour être chacun dans son coin, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, ils sont vraiment ensemble et ils construisent des souvenirs, tu vois, durables ensemble. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et ça, les gens n'arrêtent pas de nous le dire. Euh, et puis, bah voilà, il y a le côté un peu aussi émerveillement, surprise, loufoque, tu vois. Donc les gens, ils sont un petit Il faut peu, venir, quoi. voilà, les gens ils sont un petit peu, mais Ça- c'est quoi, mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Gna, gna, gna. Mais en fait, en faisant ça, en disant ça, ça les invite à sortir un peu, tu vois, de leur quotidien, de leur zone C'est de, ça, ouais. de confort. Et ils ont passé un moment génial et ils ressortent de là. Pareil que le théâtre immersif, ils sont là, waouh, où je suis, tu vois. Je ressors dans le centre commercial et j'ai passé 1 heure ailleurs, tu vois. Et ça, c'est Ouais, parce c'est que là, génial. là c'est Pardieu, à Lyon, du coup, pendant 6 mois. C'est Ouais, là, on a ça? signé avec La Part-Dieu, donc un groupe Unibail Westfield. Et en fait, on avait fait, tu l'as mentionné, un autre essai dans un centre après Aix. On a fait Nice l'année dernière, puisqu'on a vu que ça marchait à Aix. Donc moi, j'ai toujours cette idée d'essayer de faire des trucs cool dans des centres commerciaux. Ça me vient de l'Asie, tu vois, où j'ai beaucoup travaillé avec les centres commerciaux. Et du coup, on a essayé ce format à Nice. Ça a bien marché, mais on avait des améliorations à faire. Et donc, on a retesté la deuxième installation à Aix au même endroit cet hiver. Là, c'était carton plein. Donc, Ok. on arrive avec ce format-là à Lyon pour 6 mois en se disant, là, c'est le pilote.
test. Donc, si on arrive à faire un truc très cool à Lyon, après, on peut partir dans toute la France et éventuellement en développer. Enfin, ça, c'est une de mes idées de business dans les 5-10 prochaines années, tu vois, développer une petite série d'expos. Parce que ce format-là, en fait, ce qui est génial, c'est que nous, on est dans des cellules qui font 200 mètres carrés. C'est petit, hein, Ouais. tu vois, on n'a pas Mhm. besoin de beaucoup d'espace. On arrive à faire rester les gens 1 heure, sans problème. Et 1 heure, tu vois, c'est quand même une belle, c'est un bon moment. On les fait payer, là, à Lyon, c'est 12-15 balles. Tu vois, c'est quand même très abordable. On refuse, en fait, on est à partir de zéro. C'est-à-dire que nous, on refuse personne. Tu peux venir avec un bébé d'1 mois si tu veux, quoi. Ok. Euh, et donc ça, et en fait, tu vois, dans les centres, des offres comme ça, à part des petites animations dans les couloirs, voilà, occasionnelles pour faire de la promo, t'as pas, quoi. Tu peux pas Ouais, aller t'es passer un implantable un peu moment. partout, quoi. Ouais, carrément. Et en Et fait, tu les fais centres, quoi? Tu dois ils suivre adorent. un chemin enfin, dans le sens où tu peux faire des cohortes de Euh, Là, spectateurs, ou alors ouais, c'est tout nous, le monde dans le lieu qui bouge? on fait rentrer les gens toutes les 15 minutes, en fait. Parce qu'on D'accord. a quand même une jauge maximum. Donc, toutes les 15 minutes, on fait rentrer un nouveau groupe. C'est pas forcément des gens qui se connaissent, comme dans un escape game. T'as pas besoin de réserver une séance avec d'autres gens. Mhm. Tu peux réserver un horaire et tu vas te retrouver avec d'autres gens que tu connais pas. Mais tu réserves forcément un horaire. Et donc, à cette heure-là, nous, on te brief. C'est quasiment automatisé. Après, tu rentres. Et là, cette année, pour la deuxième version, il n'y a pas de cheminement. Tu peux te répartir dans l'espace. Il y a plein de petites pièces, plein de trucs à trouver, mais tu peux le faire dans l'ordre que tu veux. Par contre, tu as un Ok. final. Tu as une dernière pièce maîtresse, avec un animatronique, et qui est très très chouette. Et c'est là où tu as un peu tu vois, le final, une fois que tu as trouvé Le dénouement. tous tes indices, ton dénouement. Et c'est ce personnage-là qui te dit que voilà, tu as fini, tu peux partir. Donc c'est très bien, tu vois, c'est quasiment automatisé. Nous, on peut fonctionner avec une seule personne comme guide, tu vois, qui peut faire l'accueil des participants et un petit peu les guider à l'intérieur, tu vois. Donc on est Ok. assez peu demandeurs de main-d'œuvre, quoi. Très C'est assez cool. facile à opérer. On arrive sur la fin, là, 10 bonnes minutes encore, si tu le veux bien. Avec plaisir. Euh, Tu parlais de ton ambition slash vision dans les 5-10 ans, de développer un peu tout ça. Moi, j'entends un business model un peu à la Exhibition Hub, pour ceux qui connaissent, du coup, qui a créé des très grosses expos plus ou moins immersives ou interactives, en tout cas, sur Art of the Brick ou Bubble Planet Experience. Vous avez peut-être vu Art of the Brick, c'est sur Lego, qui a été à Paris, à Londres et partout dans le monde. Euh, Toi, c'est quoi ta vision, pour revenir un peu à la question que je posais tout à l'heure, mais là, un petit peu plus sur les prochaines années, de ce milieu-là, justement, tu es dedans maintenant depuis quelques années, ça bouge, l'immersif, le loisir au sens large. Euh, tu as peut-être des convictions profondes, pardon, sur ce que tu es en train de faire ou ce que tu veux faire demain. Comment tu te Bah, projettes? moi, c'est vrai que aujourd'hui, on n'a pas parlé de Jedi, mais je vais en dire un mot maintenant, puisque ça fait vraiment partie de mes projets pour les prochaines années. C'est une association qu'on a créée l'année dernière pour fédérer toute la filière des expériences immersives suite à la première journée de l'immersif qu'on avait organisée à Lille l'année dernière. Là, on vient d'organiser la deuxième édition à Rennes en avril, qui était top. L'idée, c'est avec Jedi, c'est vraiment de fédérer à la fois les créateurs, mais aussi les sites d'accueil, tous les gens qui s'intéressent à l'immersif et à son écosystème. Les mettre ensemble, créer des ponts, développer des nouveaux concepts, promouvoir aussi auprès des autorités des, de l'État, tous ces concepts immersifs qui sont pas que de la réalité virtuelle ou pas que de la réalité augmentée comme certains le pensent,
mais plein de formats aussi hybrides. Et je pense que là, ce qu'on a décrit avec Sculpteur de rêve, avec Enigma, c'est des formats très hybrides. On retrouve plein d'éléments qui sont pas forcément de l'escape game, qui sont pas forcément du jeu de rôle, mais voilà, tout ça mélangé. Donc nous, on veut vraiment promouvoir ça parce que je suis intimement convaincu qu'il y a une vraie industrie qui est en développement en France. Et d'ailleurs, à Rennes, il y a 2 semaines, tout le monde nous disait ça. Les gens disaient ça, mais on a l'impression qu'il y a un, il y a un truc qui est en train de se créer, tu vois, c'est fou, ils assistaient à la naissance d'une industrie, tu vois. Et ça, c'était Mhm. magnifique. Et moi, j'y crois vraiment fortement. Il y a encore plein de formats à explorer, plein d'hybridations à créer. Et c'est en discutant, en se rassemblant, en travaillant, en échangeant qu'on va arriver à faire ça. Et moi, oui, j'aimerais, alors tu vois, entre Sculpteur de rêve et Enigma, en tant que producteur et investisseur, j'ai déjà, voilà, je suis déjà pas mal, quoi. Là, on est en train de travailler avec Sculpteur de rêve sur un très gros projet très ambitieux pour octobre, mais je laisserai Maël en parler, comme ça il aura de l'actu à te donner quand tu lui parleras. Euh, voilà, moi je vais me concentrer sur sur ces deux projets, enfin c'est deux sociétés entre guillemets, mais continuer à animer le réseau Jedi, et puis peut-être qu'un jour, voilà, ce sera après Scooter, après Enigma, bah, peut-être autre chose. Mais je Mio souhaite Wolf. vraiment que tu vois ce qu'on est en train de faire avec Enima, défricher le centre commercial, la coque de 200 mètres carrés qui est libre pendant 6 mois, dans laquelle on fait un petit investissement, mais qui va être très rentable et qui permet à tout le monde d'être content, parce que nous, en tant qu'exploitant, on gagne notre vie. Le centre, il gagne sa vie, pas forcément sur le loyer, parce que c'est des loyers aménagés, mais ils s'en foutent, tu vois. Au moins, la coque, elle vit. Il y a un potentiel preneur qui va venir, qui va dire ah, putain, mais ça cartonne votre truc là, moi j'ai envie de m'installer là, tu vois. Euh, et, et nous, on est un des concepts, mais demain tu pourrais avoir, Mhm. je sais pas, tu vois, 5-6 concepts dispo en France, et je suis sûr que tu en as plein qui bossent là-dessus. Et ça, tu vois, je serais content que. Bah voilà, dans les centres, tu peux avoir 2-3 expériences familiales dispo à tout moment, avec différents prix, différents positionnements. Mhm. Euh, mais voilà, on ouvre un peu des Tu... portes, quoi. Question, tu as toujours Mio Wolf en tête? Pas du Est-ce que tout. ça te hante et c'est quelque chose que tu as envie Non, en de fait, faire, ou justement tu es dans les choses on va dire, agiles, ouais. déployables facilement, enfin facilement c'est un grand mot, attention, ça c'est une histoire d'expérience, mais Ouais. j'ai Non, l'impression que aujourd'hui, vous êtes Wolf, parti dans ce modèle-là qui vous sied pour le moment. ouais, Wolf me fait peur, et Donc d'ailleurs, là, tu vois, Wolf, pour juste redire, pardon, hein, je te coupe, pour ouais, juste redire, c'est on en a 3000 parlé, mètres carrés, c'est quand même, minimum c'est quoi, 3000 mètres c'est, carrés. Ouais. voilà, ben, voilà, j'ai même pas eu besoin de poser la question ou de Ça dire, va et jusqu'à 10 000 t'as mètres complété carrés. la phrase. Mm. Ouais, ouais. Ouais, c'est des gros Oui, parce que espaces, tu parlais d'IKEA, voilà, quoi. on parle de 30 millions au moins d'euros de budget sur voilà, moi, ça me fait peur, tu vois, je sais pas, on n'a pas même avec les partenaires avec lesquels on travaille, on n'a pas les reins solides, c'est évident. Aller chercher des financements pour ça, tu prends un énorme risque. Et puis, il ne faut pas oublier que les gens se lassent assez rapidement, tu vois. Donc, l'avantage de nos formats immersifs un peu éphémères, c'est que voilà, tu fais 6 mois, tu fais autre chose, tu vas ailleurs. Ceux qui restent longtemps, comme les cultures espace avec la série des Lumières, ben, ils sont intelligents parce qu'ils arrivent à renouveler leur contenu de plus en plus régulièrement d'ailleurs. Euh, mais oui, c'est un peu ce que le marché demande, hein. Malheureusement, c'est que les choses vont très vite aussi. Donc, tu présentes le même produit pendant plus d'un an, c'est mort, quoi. Les gens, ils vont pas revenir, hein. Et les musées aussi le savent très bien. Donc, non, pas de New Wolf à la française. C'est pas que je déconseille, mais s'il y en a un qui veut se lancer, à mon avis, le risque, il est très élevé. D'ailleurs, aux États-Unis, on l'a pas mentionné encore, mais Wolf, c'est un peu compliqué en ce moment. Ils ont fait quelques licenciements. Enfin voilà, financièrement, ils s'y retrouvent pas, ils s'y retrouvent pas forcément. Euh,
Donc, non, je Ok. pense qu'il faut rester agile, il faut rester petit, monter aussi en ambition. Tu vois, Gatsby, c'était 150 personnes par soir, c'était plus ambitieux que Apache. Donc, il faut pas non plus s'empêcher de voir toujours petit, tu vois. Moi, une expo de 1000 mètres carrés, pourquoi pas un jour, tu vois. Si tu veux, on bosse dessus. Pourquoi pas? On verra ça. Trois dernières questions. Comment Thibaut progresse et se réinvente, justement, avec toutes ces, tu vois, je sais plus combien, maintenant 20, 22, 23 ans Ouais. d'XP avec l'international, l'hôtellerie, le loisir. T'en as vu des choses, justement, et comment aujourd'hui tu continues à progresser, à te réinventer? Et après, j'aurais deux autres questions sur ta vision du milieu Ouais. pour le futur, même si on en a déjà un petit peu parlé, et deux, trois conseils que tu pourrais donner, le mot de la fin. Voilà. Ouais. Bah écoute, comment je pourrais. Bon, déjà, je vais commencer par dire que j'ai toujours les mêmes défauts, hein, mais ça, je les aurai toute ma vie, hein. L'avantage, c'est que je les connais. Donc, il y a 20 ans, je les connaissais peut-être pas. Maintenant, je les connais. Donc, voilà. Je sais que j'ai des défauts. Après, ben, je pensais pas dire ça un jour, mais l'expérience, c'est un truc incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es devant une situation potentiellement problématique, bah, quand tu as fait des milliards de trucs dans ta life, il y a toujours un truc qui tu Mm. vois, tu te dis, ah, bah, tiens, à l'époque, il y avait un truc semblable, on s'en était sorti comme ça, ou j'avais fait cette erreur, on va pas la refaire. Et ça, moi, j'hallucine, quoi. Aujourd'hui, je le ressens à chaque fois, tu vois. Je suis devant un problème et je me dis, ah, ok, j'ai déjà vu. Alors, pas tous, hein, mais et puis je pense que c'est aussi je choisis les gens avec qui je travaille, tu vois. Je travaille avec des bons, hein. Donc je progresse parce que eux me tirent vers le haut, hein. Euh, je pense. Comment tu sais que c'est des bons? Bah parce que C'est une question con, mais c'est intéressant quand même, parce que des fois, tu peux te faire avoir par ouais, bah parce que ce plein de qu'on a fait choses. ensemble, ça marche, tu vois. Ce qu'on a fait ensemble, ça marche. On dit Donc il faut vraiment travailler ensemble, c'est pas juste du visu, c'est ce que tu es en train de dire, quoi. C'est ah pas juste ouais, ouais, du ouais, ouais, blabla. ouais, 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 carrément, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, bah après, je suis pas le seul à dire que c'est des bons aussi, tu vois, hein. Donc, je me fie pas que à moi. Mais après, au-delà de ça, c'est des gens avec qui j'ai plaisir à travailler, quoi. Ça, c'est aussi important, mais ça, c'est plus sur un plan perso. Voilà, je vais pas me faire chier, hein. Moi, tous les jours, je m'éclate, hein. Je sais que je fais ça parce que j'aime ça, quoi. Si demain ça devient, c'est plus le cas, j'arrête, hein. C'est fini, hein. Je vais pas, tu vois, poser On du est papier d'accord avec peint ça. pour un truc qui me fait chier, quoi, tu vois. Je le fais parce que je kiffe et demain je vais voir les enfants de 3 ans qui vont halluciner devant Bernie, le robot, tu vois. Donc c'est du Ouais, je plaisir, verrai quoi. ça bientôt. Ouais. Et ta dernière Ok. question? Euh, Ah, mes conseils. il y en avait deux, du coup la vision. Ouais. Ouais, les conseils, on finira par ça, si tu veux bien. Euh, ouais, ta vision de ce milieu, là, tu disais qu'il se construit. Donc là, on parle du milieu de l'immersif, Ouais. mais aussi on prend le milieu du loisir. Ouais. On parlait de la compagnie des Alpes tout à l'heure, les salles d'escalade, de l'escape game, du théâtre immersif, de tous ces concepts où toi, en tant que particulier, tu peux aller, ou Mhm. bon, parfois des team building aussi pour te faire kiffer, justement, qui est un peu le thème Ouais. de ce podcast. Comment tu vois cette évolution? Quels sont les concepts pour toi qui sont en perte de vitesse, ceux qui en gagnent? Donc, tu parles du théâtre immersif parce que tu es dedans, les nouvelles tendances. Est-ce qu'en tout cas, tu as une vue là-dessus? Tu disais que tu écrivais pour Blue Loop, c'est Ouais. intéressant. Ouais, T'es pas obligé de l'avoir, on est... j'ai eu la chance de travailler pendant 2 ans. Là, je disais tout à l'heure que j'avais arrêté, parce que j'ai plus vraiment le temps, mais pendant 2 ans, j'ai aidé Cyril Parena, qui est le fondateur de All You Need, le concept multi-loisirs de Lille, sur son développement en France, à chercher des nouveaux emplacements. Cyril, qui est un gars super, mais il n'y a pas que lui. Et voilà, ce qui me fait plaisir et ce qui me rassure, c'est que le loisir français, il y a de plus en plus d'acteurs sérieux qui veulent faire des bons concepts, qui mettent l'argent qu'il faut.
qui font les choses bien. Donc il y a aussi Hugo Perper qui a ouvert récemment, tu l'as peut-être vu, le gros Nikito World, je crois que c'est Mhm. en banlieue À Romainville, parisienne, c'est ça, je crois. mais 10 000 mètres carrés, tu vois, un truc de ouf, et j'ai été le voir, c'est magnifique. Alfortville et Domus, Rosine-sous-Bois, ouais. Ouais, c'est Rosny-sous-Bois où il a ouvert 10 000 mètres carrés, c'est super. T'as évidemment Bertrand avec Coesio qui fait toujours du super boulot. T'as Otium Leisure qui se développe beaucoup. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais voilà, ils arrivent avec des concepts qui sont plutôt bien travaillés, avec une vraie envie de répandre du loisir de qualité. Donc moi, tu vois, c'était aussi ça qui m'a donné envie de rester en France. J'ai senti que c'était un secteur quand même qui allait plutôt bien, avec des nouveaux acteurs qui avaient envie de faire des choses de qualité. Euh, et je trouve que ce qu'on a aujourd'hui en France, c'est chouette, quoi. Euh, Même dans l'escape game, on a des très beaux acteurs. Tu vois, dans les salles d'escalade, enfin, il y a vraiment beaucoup de gens Mm. qui font des belles choses. Ça fait plaisir parce que du coup, c'est plus soutenable, quoi. On se dit que ça va durer, que c'est bien exploité, que c'est bien construit. Euh, Oui, c'est une vraie industrie, quoi. ouais, 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 ouais. Il y a des concepts petit aparté du coup avant la question sur les conseils, mais il y a des concepts que tu kiffes au max, en France ou ailleurs, qui t'inspirent vraiment, tu vois, on parlait de Mio Wolf, mais ou des choses que tu as vécues, auxquelles tu as participé et qui t'ont fait genre waouh, tu vois, genre, qui t'ont laissé du souvenir. Waouh, la question Peut-être avec ton œil piège. d'insider aussi, hein, tu as le droit de se dire c'était vraiment bien fait, mais en plus je comprends comment ils l'ont fait ou ce qu'ils ont mis comme énergie et ça m'inspire quoi. Ouais, grosse, grosse question piège. Non, parce Joker. qu'en plus, enfin, tu vois, si je te dis All You Need, c'est forcément biaisé, mais Bah dis-moi pourquoi alors. j'aime vraiment Dis-moi ce beaucoup qui ce fait ce qui fait le concept succès parce d'All que You Need pour toi. je trouve que Et tu All peux You l'expliquer Need, rapidement du coup. ouais, bah, c'est un multi-loisir, donc il y a tout, hein, du bowling, de karaoké, des jeux d'arcade, tout, mais il y a un vrai concept de restauration qui est très ambitieux. Il y a 350 places assises, euh, avec une cuisine ouverte. C'est très joli. Et donc, voilà, les gens ils vont aussi pour se restaurer. C'est pas juste un bowling avec un snack. Et je trouve que il a réussi à créer vraiment un lieu hyper social. Et en fait, moi, j'utilise beaucoup ce terme aujourd'hui dans les concepts de loisirs. Je trouve que faire quelque chose d'hyper social, c'est quand même important pour nous parce qu'on est là pour ça. Tu vois, je veux dire, du loisir, oui, tu peux faire un truc tout seul et tout, mais Oui. quand même, c'est du temps que tu vas passer ensemble et des souvenirs que tu vas créer ensemble. Et donc, euh, pour moi, voilà, les concepts qui me plaisent, c'est ceux-là. C'est quand c'est hyper social. Et Eh alors, je vais ben bifurquer, tu vois, sur un autre c'est cool truc ouais. qui m'a beaucoup plu aussi, c'est les concepts d'émissives d'expédition en VR. Et pourquoi? Parce que, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait en fait une dimension assez sociale dans cette expérience, parce que tu es tout seul avec ton casque, mais tu es en même temps avec tes amis potentiellement. Tu sais pas trop où ils sont, tu sais pas trop ce qu'ils font, et avec plein d'autres gens dans l'espace. Donc il y a ce côté quand même de vivre une expérience en commun alors que tu as un casque sur la tête et que tu vois pas tes potes, tu vois. Mais tu peux en parler après. Enfin, tu vois, et je Ouais. trouve ça intelligent. Et je pense que c'est pour ça que ça se Ça amène de développe la discussion ouais. aussi bien, tu vois. Parce que la VR, on l'a vu, la VR pour la VR, ça n'a jamais marché. Tu vois, les centres de VR où tu allais faire des expériences tout seul. Hmm. Euh, Par contre, émissive, le gros marché d'émissive, c'est les familles et notamment les grands-parents avec leurs petits-enfants, hein. Ils envoient. D'ailleurs, si tu avais été aux Journées de l'immersif, il y a eu un super intervenant qui parlait de ça. C'est le concurrent espagnol de Emissive qui a fait des études et qui s'aperçoit que la proportion de retraités dans ces centres, elle est bien plus élevée que dans n'importe quel musée, par exemple. Tu vois.
Et en fait, c'est beaucoup de gens Ok, qui, soit ils vont intéressant. entre retraités pour s'éclater et faire un truc de jeune, tu vois, parce que pour eux, la VR, c'est un truc de jeune, soit avec leurs petits-enfants, tu vois. Ouais, Et ok. ils font ça, c'est une activité Ah, mais je te rejoins sociale, sur quoi. le social. Ouais, voilà. Ah, je te rejoins à fond sur ça et moi, bon voilà, je suis en train de développer un concept, on en a parlé Ouais, et c'est ce qui me drive aussi quoi. C'est le côté de rassembler les gens, d'avoir du ludo-éducatif dans mon cas et au final que ce soit plus qu'un lieu de loisir, mais un lieu de vie quoi. Et ouais. ça c'est pour moi une sorte de graal de dire qu'il y a Bah des ouais, gens qui vont ouais, se ouais. T'as rencontrer, qui beaucoup vont de gens qui le progresser disent, et se voilà, qui parlent de lieu de vie, machin, etc. Mais c'est pas tout le monde qui y arrive, quoi. Et je trouve que quand ils y ah arrivent, non, c'est pas facile ouais. généralement, c'est associé à un succès, tu vois. Euh, ce serait Eh intéressant ben d'ailleurs à écoute, on faire va un faire le croisement, travail une étude nécessaire. entre le degré de socialité, je sais pas comment on dit, et le succès d'un concept. Sociabilisation, je sais pas, Ouais, non, ouais. je Socializing. sais pas. Yes, competitive socializing aussi, un autre Ah, trend ça, c'est un autre, ouais, ça, c'est une qui autre tendance qui n'est pas encore kill. vraiment arrivée en France, mais au UK, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais. Si on peut en dire deux mots du coup, parce que j'ai ouvert la porte de la boîte de Ben, Pandore. ça a rien de nouveau, hein. C'est des sports, entre guillemets, de compétition, genre les fléchettes, le bowling, etc. Et qui ont été remis au Le goût du jour shuffleboard, avec de la techno, en fait, qui permet de ne pas avoir le bout de papier pour compter, etc. Donc, c'est devenu hyper intuitif, très, très facile. Et on peut vraiment jouer les uns contre les autres, les uns avec les autres, généralement en picolant quand on est au UK, parce que ça picole ouais. bien. Et donc on fait du social, j'appelle ça social gaming ou je sais pas quoi. Euh, et donc tu joues, mais en même temps tu passes un bon moment avec tes potes, quoi. Ouais. Et ça Tu cartonne. réserves une piste, une salle, etc. Et tu t'éclates. Il y a de l'immersion avec de la tech, comme tu dis, et ça te permet de créer encore plus de liens avec tes potes, avec des gens que tu connais peut-être même pas aussi, qui sont dans le Exactement. centre et contre qui tu peux Ouais. jouer, etc. Bon, ça sera peut-être l'objet de notre podcast. Bah, tu devrais faire Tes venir. conseils Ah, vas-y. Je devrais faire Et non, tu venir devrais qui? faire venir des gens qui regardent ça en France. Ouais, t'en as plusieurs. Ouais. Il Intéressant. faut que je drive petit à petit. Là, j'ai pas mal dans l'immersif petit à petit. Ouais, Salle d'escalade bientôt aussi. cool, super. Voilà, on verra ça. Tes conseils pour finir le podcast, ça va faire bientôt 1h20, c'est un beau format. Pour ceux qui veulent peut-être se lancer là-dedans ou sont déjà dans le milieu, en sont curieux. Voilà, je sais Bah, mon pas, conseil ce qui numéro te un, vient c'est de. intuitivement de toute ta carrière là-dedans. Pour mon conseil numéro un, c'est d'adhérer à Jedi Immersive. Voilà, l'association. Je pense que, enfin, au-delà de ça, c'est rencontrer, quoi, c'est échanger avec des gens qui travaillent sur des concepts ou qui sont déjà, tu vois, des gens qui ont des concepts qui marchent très très bien, des exploitants. Enfin, faut vraiment sortir de son petit, de son petit, de son petit bureau, quoi, et aller parler un maximum de gens. Et puis, bah, c'est un conseil c'est un peu mon dada, c'est l'hybridation, quoi. C'est vraiment de pas se contenter de quelque chose, de se dire et si aussi je faisais et pourquoi pas du son spatialisé, et pourquoi pas ci et pourquoi pas ça, voilà, essayer de d'imaginer voilà, un maximum de choses. Tout sera pas possible au final, mais il y a Mhm. plein de choses qui sont disponibles, qui sont pas forcément très chères, pas forcément difficiles à mettre en place et qui peuvent vraiment rajouter quelque chose d'important et puis surtout de plaisant pour le participant de l'expérience, tu vois. Euh, ouais, le décloisonnement, je trouve que c'est important et même si voilà, tu fais de la VR, en fait, il y a peut-être autre chose à faire. Par exemple, sur Emissive, moi, celui que j'ai fait, c'était à Lyon, justement, à Confluence. Bah, le onboarding, il est pas bien fait, quoi. Tu vois, t'arrives, tu vois, ça pourrait être vachement mieux. Alors, pas forcément avec des comédiens, parce que ça coûte de l'argent, mais je suis sûr qu'il y a plein de choses qui sont disponibles aujourd'hui, même dans la tech, ou des choses
assez simples, hein, de scénographie ou quoi, pour que l'expérience elle soit encore mieux, quoi. Ok, compris. Voilà. On va clôturer là-dessus. On laissera le mystère de comment l'horizon de Keops peut s'améliorer pour un autre épisode ou une autre discussion en privé. Ok, cool. Bon, bah merci beaucoup pour ce moment, très intéressant. J'espère que ça t'a plu aussi de livrer un petit peu d'infos personnelles sur ta carrière, sur ce que tu fais. On a enfin su au bout de 55 ou 60 minutes ce que faisait Enigma, ça c'est cool. C'est une petite boutade, mais j'invite tout le monde. C'est encore un peu mystérieux. Bah, c'est ça, ouais. Si vous écoutez le podcast d'ici octobre 2024 et que vous êtes dans la région de Lyon, bah, vous pouvez faire faire un tour à l'expérience donc à la Part-Dieu. Suivre Thibaut sur ses réseaux, notamment LinkedIn, si je dis pas de bêtises, Thibaut Paquin. Ouais. Paquin et Thibaut avec LT à la fin. Ça sera marqué dans le titre du podcast. Et puis voilà, on se tient au courant. Nous, on sera amené à se recroiser. Ouais, merci. Ça m'a fait très plaisir, Morgan. C'était chouette de pouvoir livrer ces petites anecdotes et un peu de ma vie et ce knowledge, cette connaissance. Ce knowledge, voilà, et avec plaisir pour t'aider sur tes projets aussi. Allez, on en parlera. Merci à toi et salut et bonne soirée. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisirs, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle, ou enfin si vous avez besoin de créativité pour créer une expérience client de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello, HE2LO, @cfklg.com. Merci beaucoup et à très vite.